Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Ouverture des travaux des Assises nationales sur le cinéma sous le patronage du président de la République au Centre international de conférence Abdeltif Rahel. L'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin a exprimé son profond désarroi face à la gestion des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sous la présidence d'Emmanuel Macron. Et puis, cette affaire qui a mis en lumière les failles de la justice française, c'est celle du plus vieux prisonnier de France, Georges Ibrahim Abdallah, détenu en France depuis 1984. Des centaines de militants se sont rassemblés début janvier pour réclamer une fois de plus sa libération. Et à Gaza, l'accord de cessez-le-feu est entré en vigueur après avoir été retardé de plus de 2h30 en raison de la décision des autorités d'occupation de ne l'appliquer qu'après réception de la liste des prisonniers à libérer et avaient tout de même continué leur bombardement, faisant 11 martyrs et des dizaines de blessés à l'heure à laquelle le cessez-le-feu aurait dû commencer. Bienvenue à tous, nous entamons cette édition avec l'ouverture des Assises nationales sur le cinéma, présidées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, placées sous le patronage du président de la République. Ces assises s'inscrivent dans une nouvelle vision globale, coordonnée et véritablement participative, en phase avec les ambitions nationales, défis du secteur cinématographique contemporain. Ces assises qui dureront 2 jours au Centre international de conférence Abdeltif Rahel à Alger réunissent les différents acteurs du cinéma algérien. C'est le reflet d'une identité et d'une mémoire collective. Le cinéma algérien a offert de grands films par le passé. Certains ont remporté des prix internationaux, tout comme de récents succès. Pour transformer cet art en une industrie capable de faire rayonner le pays, des mesures en faveur de l'industrie cinématographique ont été prises tout récemment pour se hisser au rang des grandes nations du 7e art. Yamina Seydji. Au-delà des dimensions économiques et politiques, le cinéma algérien revêt une importance culturelle et identitaire capitale. C'est bien plus qu'un art, il est un miroir de la société, un espace de dialogue, de transmission et d'échange. Le cinéma a aussi pour rôle de raviver une mémoire collective commune, tout en portant les aspirations et les rêves d'un peuple qui s'exprime et qui se reconnaît dans ses œuvres. J'accorde une énorme importance à l'aspect culturel et identitaire. Aujourd'hui, nous voyons très bien que l'image a un rôle important dans la société. Tout le monde s'en sert pour communiquer, pour faire avancer des idées, pour dialoguer, pour échanger. Donc c'est tous ces aspects-là qui sont importants pour moi. Le cinéma algérien a de quoi être fier. Nous sommes l'une des nations qui a pesé dans les festivals internationaux, à l'image du film Chronique des années de Braise de Lakhdar Hamina, qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes. C'est le seul pays, l'Algérie est le seul pays arabe et africain à avoir eu une Palme d'Or. Cependant, pour que le cinéma algérien atteigne son plein potentiel et se fasse une place sur les scènes internationales, de nombreux défis restent à surmonter, notamment ceux concernant la production, la distribution et la formation des talents, en particulier à travers l'Institut national du cinéma. Le plus important, à mon sens, pour ce qui est du cinéma algérien, c'est qu'il y a des métiers que nous n'avons pas en Algérie. Le métier de scénariste, certains métiers n'existent pas. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il faut investir dans la formation des métiers du cinéma. Il faudrait réouvrir les cinémas dans toutes les villes et en construire d'autres et apprendre au peuple à aller au cinéma. C'est aussi sa culture. Il faudrait qu'il apprenne à aller au cinéma, à aller à la rencontre de son image. Le cinéma algérien, riche de son passé et de son histoire, constitue un pilier culturel incontournable. En multipliant les initiatives, il a tout pour s'imposer sur la scène internationale.
L'actualité à l'étranger à présent, notamment à Gaza, l'accord de cessez-le-feu est entré en vigueur après avoir été retardé de plus de 2h30 en raison de la décision des autorités d'occupation de ne l'appliquer qu'après réception de la liste des prisonniers à libérer. Depuis l'heure à laquelle le cessez-le-feu aurait dû commencer, les forces d'occupation ont continué leur bombardement sur plusieurs zones de la bande de Gaza, faisant 11 martyrs et des dizaines de blessés. Le mouvement de résistance Hamas avait justifié son retard par des complications sur le terrain et la poursuite des bombardements. Tôt ce matin, de nombreux Palestiniens à Gaza sont descendus dans la rue pour acclamer la trêve, ne semblant pas être au courant d'un retard. Certains déplacés s'étant déjà mis en route pour rentrer chez eux. Par ailleurs, depuis l'annonce d'un accord de cessez-le-feu mercredi, plus de 120 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés. Pendant la Première Guerre mondiale, la France força les Algériens à s'enrôler de force sans aucune considération pour leur vie. Cette période sombre marquée par la confiscation des terres, l'exil des familles et la propagation de maladies témoigne d'une politique répressive qui a gravé le nom de la France coloniale parmi les nations criminelles de l'histoire. Friel Khmissi et Majda Rahmouna. Avide de s'accaparer les richesses de l'Algérie, le colonialisme n'a pas hésité à écraser la population. Les terres ont été arrachées à leurs propriétaires, privant ainsi les Algériens de leurs moyens de subsistance. Seulement, cette spoliation ne suffisait pas. La France s'en prend également à la jeunesse algérienne qui a été enrôlée de force sur les champs de bataille européens, grâce notamment à la loi imposée en 1912 qui obligeait les Algériens à servir sous les drapeaux d'une nation qui les opprimait. La France avait accentué ses répressions, confiscation des terres, de très lourdes amendes imposées à la population et restrictions accrues des libertés. La population a sombré dans une extrême pauvreté. Le calvaire des Algériens, spoliés et opprimés, s'est aggravé. En 1911, une sécheresse dévastatrice avait frappé le pays, causant une famine indicible. En plus de la propagation d'épidémies meurtrières comme le choléra qui a duré jusqu'à 1818, une bonne partie de la population a été décimée sur l'ensemble du territoire. Conséquence, appauvrissement généralisé, dégradation des conditions sanitaires et sociales et une souffrance humaine d'une ampleur inédite. La France coloniale avait ouvertement violé les droits fondamentaux des civils, perpétrant ainsi des crimes qui transgressent les lois internationales en matière de droits de l'homme. Dans une interview accordée à un média français, l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin a vivement dénoncé l'approche actuelle de la France dans ses relations avec l'Algérie, notamment le manque de profondeur et de réflexion dans la diplomatie française. Et puis ce scandale, un scandale qui... Plutôt, le ministère de l'Intérieur se retrouve dans la tourmente après l'annonce d'un scandale qui éclabousse les hautes sphères de l'État français. Une enquête du parquet national financier qui met en lumière des soupçons de corruption, de trafic d'influence et de prise illégale d'intérêt. On parle là de contrats douteux et de réseaux bien placés, des faits qui ternissent l'image d'une institution clé et soulèvent bien des questions sur l'ampleur de ces pratiques. L'enquête suit son cours, mais déjà des têtes sont tombées. Sabrina Kshrout. Au sommet de l'État français, ça sent la corruption.
Un fléau touchant le ministère de l'Intérieur en particulier, qui se trouve au cœur d'un scandale financier. La presse française révèle qu'une enquête a été ouverte par le parquet national financier, institution judiciaire d'État en charge de traquer la grande délinquance économique et financière. L'investigation en cours concerne directement le service des achats de ce ministère régalien, mettant en cause des militaires et plusieurs chefs d'entreprise pour des faits de corruption, mais aussi de prise illégale d'intérêts et de trafic d'influence. Si l'affaire éclate aujourd'hui, l'enquête en cours couvre des faits s'étalant sur l'année 2022 et les remous se font sentir. Parmi les personnes visées, un gendarme en charge des commandes et distributions pour la gendarmerie, la police et la protection civile du pays, poste ô combien stratégique. Ce militaire, au centre du système mis au jour, a été placé en garde à vue en mars 2023, avant d'être suspendu de ses fonctions dès lors que sa hiérarchie a eu connaissance de sa mise en cause, puis débarqué du service actif en septembre de la même année. Au cœur de ce mélange des genres, cet homme, mais aussi un contrat de sous-traitance aux critères d'attribution douteux, ou encore un certain Gérard B, déjà condamné pour trafic d'influence, ayant apparemment joué de ses réseaux au plus haut des instances de la gendarmerie française pour s'enrichir, lui et son réseau personnel. Un ministère gangréné au sein des institutions de ce que l'on appelait naguère le pays des Lumières, la gravité des faits est à la hauteur de leur vraisemblance, de l'avis même du Conseil d'État français, plus haute juridiction administrative du pays. Que finira par dire l'enquête préliminaire en cours? Toujours est-il qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Des personnes ont été écartées de leurs fonctions, sans doute, à juste raison. Et voici à présent une affaire qui a mis en lumière les failles de la justice française, souvent présentée comme exemplaire. C'est celle du plus vieux prisonnier de France. Son nom, c'est Georges Ibrahim Abdallah, détenu depuis 40 ans au centre pénitentiaire de Lannemezan, en Haute-Pyrénées. Ce militant libanais pourrait recouvrer sa liberté après une 11e demande de libération conditionnelle. La justice rendra sa décision sur sa liberté ce février. Des manifestants se sont d'ailleurs réunis à Marseille pour exiger sa libération. Marim Damis. À Marseille, des centaines de militants se sont rassemblés début janvier pour réclamer une fois de plus la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Détenu en France depuis 1984, le militant libanais, fervent défenseur de la cause palestinienne, est devenu le symbole d'une justice française à deux vitesses. Notre camarade Georges Abdallah devrait être libéré, à condition qu'il retourne dans son pays, le Liban, qui est prêt à l'accueillir. Cette décision fut aussitôt suspendue par l'appel du parquet national antiterroriste, démontrant ainsi l'acharnement continu de l'État français à l'encontre du plus vieux prisonnier politique en Europe. Georges Ibrahim Abdallah n'a pas bénéficié d'une défense équitable. Beaucoup de zones d'ombre planent sur son procès qui était loin d'être impartial. Une situation qui a mis en lumière les failles de la justice française, souvent présentée comme exemplaire. Aujourd'hui, il purge toujours sa peine, bien qu'il soit éligible à une libération conditionnelle depuis 1999. Maître Mazurier, l'ancien avocat de Georges Ibrahim Abdallah, a confirmé hier soir sur Antenne 2 « Je ne suis pas seulement avocat, j'appartiens à la DGSE ». Moi, je reconnais aujourd'hui devant vous que j'ai les mains sales, que j'ai fait un seul boulot, j'ai été manipulé, mais surtout, avant tout, j'ai agi sur ordre de l'État. Saviez-vous qu'en France, il y a des prisonniers politiques toujours enfermés et pas n'importe lesquels? Aujourd'hui, on va vous parler de Georges Ibrahim Abdallah, un militant communiste libanais, fervent défenseur de la cause palestinienne, qui est incarcéré depuis 41 ans. Ça fait de lui le plus vieux prisonnier politique d'Europe, voire du monde. Une nouvelle audience pour sa libération est prévue dans moins d'une semaine, la 10e après 9 refus depuis 25 ans. Selon l'ancien chef des services de renseignement français, Yves Bonnet, la raison du maintien de Georges Ibrahim Abdallah en détention pendant toutes ces années réside principalement dans les pressions politiques. Pour lui, Abdallah est perçu comme une menace pour les intérêts de certaines puissances internationales, ce qui expliquerait son emprisonnement prolongé. Je ne vois pas d'autres raisons de le maintenir en détention que les pressions émanant du service extérieur, en l'occurrence les Américains et les Israéliens. Ce n'est pas seulement le sort du prisonnier qui est en jeu.
Georges Ibrahim Abdallah a passé de nombreuses années enfermé dans sa cellule, soumis à des tortures psychologiques, sans aucun espoir d'une libération. En réalité, ce qu'on inflige à Georges Abdallah aujourd'hui, c'est une véritable peine de mort déguisée. Car à 73 ans et après plus de 40 ans derrière les barreaux, la France refuse toujours de lui rendre sa liberté. Et c'est pourtant interdit par les textes internationaux. En 2021, la Cour européenne des droits de l'homme a même condamné la Hongrie pour avoir infligé plus de 40 ans de détention, ce qu'elle considère comme un traitement inhumain et dégradant. Lorsque l'illusion de la défense des droits de l'homme s'effondre, la réalité de la politique française se dévoile. En France, les droits de l'homme ne sont pas appliqués de manière universelle, mais plutôt conditionnés et souvent manipulés en fonction des intérêts politiques. Aujourd'hui, la France traverse une période de turbulence entre crise interne et dérive sur la scène internationale, alors que l'extrême droite continue de bafouer les principes qu'elle prétend défendre. Des voix s'élèvent pour dénoncer les choix politiques du gouvernement et appelle à recentrer les priorités sur les urgences sociales et à adopter une diplomatie plus juste et respectueuse. Rina Lorari. Nous ne voulons pas la guerre avec l'Algérie. C'est clair, ce sont nos frères, nos sœurs, nos tantes, nos grands-parents, nos amis. Il y en a assez de ce vocabulaire. Fidèle à ses convictions, Jean-Luc Mélenchon réitère fermement ses critiques envers les autorités françaises, notamment en matière de politique internationale et plus précisément celle liée à l'Algérie. Mélenchon a dénoncé les choix irrationnels et insensés de certains membres du gouvernement, soulignant la nécessité d'une diplomatie fondée sur la justice et le respect. Vous êtes payés pour faire de la diplomatie, vous êtes payés pour vous entendre, pour discuter. Il n'y aura pas de riposte, il doit y avoir une discussion. Ça suffit sans arrêt de montrer du doigt toujours les mêmes pour les culpabiliser. Des paroles qui révèlent la confusion, le laxisme et la négligence qui semblent s'installer à Paris. Un profond décalage parmi certains de ces dirigeants, loin de la réalité, qui envisagent des mesures punitives contre l'Algérie, témoignant d'une dérive politique inquiétante. Retailleau s'en prend à des tifos en disant hypocritement « pas de politique dans le sport ». Mais c'est pas que vous ne voulez pas de politique dans le sport, non. Vous ne voulez juste pas de la Palestine. Car quand c'est la Palestine, vous dénoncez ce que vous présentez comme un message de haine. Mais vous étiez bien content quand le Vélodrome ou le Stade Bollaert étaient aux couleurs de l'Ukraine. Pour empêcher toute opposition au génocide à Gaza de s'exprimer, vous criminalisez abusivement à tel point que le Comité des droits de l'homme de l'ONU a dénoncé votre instrumentalisation de la lutte, pourtant légitime, contre l'apologie du terrorisme. Vous épuisez l'appareil policier et judiciaire contre des gens seulement coupables d'apologie du droit international. Et si vous n'avez pas la même fermeté envers les organisateurs du gala Israel is Forever, dont les responsables appellent pourtant à l'éradication de Gaza, à l'extermination de sa population et à la colonisation, c'est précisément parce que vous les soutenez et que par conséquent, vous n'êtes pas seulement passif, vous êtes complice. Depuis l'enceinte du Parlement, David Guiraud, député LFI, a dénoncé le soutien inconditionnel du gouvernement français à l'entité sioniste, qualifiant cette position d'hypocrite, négligeant les valeurs humanitaires fondamentales. Vous étiez bien discret lorsque nos gendarmes français, pourtant sous statut diplomatique, ont été interpellés par des policiers israéliens dans le domaine de l'Eléona, en Palestine occupée. Vous vous prétendez patriote, mais vous laissez Israël piétiner la souveraineté française, car c'est toute la France qui est humiliée quand un de nos gendarmes est mis face contre terre par une police étrangère. Guiraud a interpellé certains responsables politiques en soulignant que la France compte parmi ses citoyens des victimes humiliées au-delà de ses frontières, appelant à axer l'action politique sur des priorités internes urgentes plutôt que de s'engager dans des affaires internationales. Qu'est-ce que la France? Elle représente un cinquième de l'Algérie, un territoire dont elle a longtemps exploité les richesses et les ressources. Aujourd'hui, elle a définitivement perdu son emprise sur ce pays. La France s'est enlisée dans un piège politique et diplomatique, exposant son visage le plus brutal et arrogant envers l'Algérie, tant sur le plan étatique que populaire. À travers ses actions, l'extrême droite a bafoué les principes de la justice, de la fraternité et de l'égalité qu'elle prétend pourtant défendre fièrement.
Au Maroc, les citoyens font face à une hausse des prix du carburant qui dépasse nettement leurs moyens. Cette augmentation décidée par le Marzen impacte gravement les pouvoirs d'achat, exacerbe les tensions sociales et aggrave la précarité, en particulier pour les chauffeurs professionnels laissés sans solution concrète. Le régime est vivement critiqué pour sa gestion chaotique et son inaction face à cette crise. Yanis Aïd Belkacem. Une autre année qui s'annonce dure pour les Marocains qui subissent depuis vendredi la flambée des prix du carburant avec une hausse de 20 centimes. Le prix du gasoil a atteint 11,50 dirhams tandis que le prix de l'essence est passé à 13,40 dirhams par litre. Une décision prise par le régime du Marzen qui n'a pas hésité encore une fois à resserrer les taux autour de sa population déjà meurtrie par la cherté des produits de première nécessité. Cette augmentation du prix du carburant affecte directement les stations de service. Les clients n'ont désormais plus le choix. Ils font face à des prix plus élevés, ce qui les pénalise financièrement. Cette hausse a eu également des répercussions sur d'autres secteurs. Tout le monde profite de cette vague d'augmentation pour fixer leurs prix. La gestion marzenienne est qualifiée de chaotique avec des politiques favorisant les intérêts personnels au détriment du simple citoyen. Aucune loi ne semble servir les intérêts des Marocains. Plusieurs projets de réforme ont été annulés ou même gelés par le gouvernement. Cette hausse constitue un lourd fardeau pour les familles marocaines qui devront faire face non seulement à la cherté de la vie, mais aussi à la hausse du coût de transport en commun et des produits de première nécessité. La flambée des prix du carburant a touché de plein fouet les chauffeurs de taxi, une situation qui a plongé les Marocains dans le marasme. À cela s'ajoute la flambée des produits alimentaires, aggravant encore plus leur situation. Il est inadmissible que les taxis continuent à travailler avec des tarifs fixés il y a 30 ans de cela, alors que la situation économique a considérablement changé. La responsabilité revient au gouvernement ainsi qu'aux autorités locales, qui n'ont même pas essayé de résoudre le problème des chauffeurs de taxi. Ces derniers ont reçu de nombreuses promesses qui n'ont jamais été tenues. En augmentant les prix du carburant sans donner le choix aux citoyens, le régime du Marzen plonge des familles entières, notamment celles aux revenus modestes, dans une pauvreté extrême. Dernière halte de cette édition à Médéa, une ville au riche passé historique qui nous plonge dans des siècles de civilisation et d'héritage entre son architecture marquée par les multiples influences et ses nombreuses ruelles. La Médina regorge de trésors archéologiques à découvrir avec Majda Jahmoun qui fait le guide ce matin. Regardez. Nichée au cœur de la capitale du Titri, Médéa, la vieille Médina, appelée également le Mdiya, est un trésor historique et architectural. Avec ses ruelles étroites, elle conserve l'empreinte des civilisations qui s'y sont succédées de l'époque romaine à l'ère coloniale en passant par la période ottomane. C'est une ville plus que millénaire où on trouve des mosquées, des mausolées. L'architecture, c'est plus colonial parce que lors de l'invasion de l'armée française en 1840, la majorité du tissu a été démoli, à presque 80%. Il ne restait que 20% représentant le patrimoine ottoman. Mais actuellement, on ne voit plus que la partie coloniale que les parties ottomanes. Les maisons, à l'extérieur, c'est vrai qu'on voit que c'est typiquement colonial, mais par contre, quand on entre dans une maison, c'est typiquement mauresque. En 2018, un décret exécutif a officialisé la création d'un parc patrimonial protégé de plus de 35 hectares. Ce statut vise à préserver le patrimoine de cette médina unique tout en promouvant son potentiel touristique et éducatif.
Chaque pierre de mon quartier raconte sa propre histoire. La Médina regorge de sites archéologiques témoignant de son riche patrimoine historique. On y trouve la mosquée El Hanafi, Dar el-Amir Khaled aussi. Plusieurs martyrs ont été tués ici, comme Shahid Sahnoun, la petite Hmeimi Zahra de 4 ans, tuée par l'armée française. Cette vieille Médina est un véritable voyage à travers le temps. Je demande seulement aux visiteurs de laisser les lieux propres. Visiter la vieille Médina de Médéa, c'est plonger dans l'histoire et découvrir une culture riche, un patrimoine à préserver pour les générations futures. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.